Salam alaikum. Voilà la première vidéo de la playlist transmission de l'information. Donc je vais parler pendant une quinzaine de minutes sur la structure de la chaîne de transmission et la mesure de l'information. Alors, quelle est la structure générale d'un système de transmission de l'information? Premier organe, l'émetteur, qui va émettre un message. Un mobile, par exemple, un satellite, un radar. Deuxième organe de la chaîne de transmission, le canal de transmission, l'air libre, voie hertzienne, un câble coaxial, une fibre optique, etc. Troisième et dernier organe de la chaîne de transmission, le récepteur, qui va recevoir le message, un routeur par exemple, un téléviseur, un ordinateur portable, etc. Alors regardons de plus près la structure de l'émetteur, du canal et du récepteur. Alors l'émetteur, au départ, il y a une source de l'information, c'est-à-dire source du message à transmettre. Donc ce message va être traduit sous forme électrique, puis il sera traité après traitement, il sera modulé, c'est-à-dire transférer les basses fréquences vers les hautes fréquences. Donc après traitement, on a un signal basse fréquence. Il faut le moduler, c'est-à-dire translater son spectre vers les HF pour l'adapter aux conditions de transmission dans le canal. Puis, après modulation, il y a l'émission. Donc le signal sera émis dans un canal. Donc il y a une propagation de l'onde électromagnétique qui contient le message modulé. Affection par une source de bruit de canal, qui peut être une addition, une multiplication ou une convolution avec l'onde contenant le message. Donc c'est en gros l'effet du canal sur le message modulé transmis. Alors, troisième organe, le récepteur. Donc d'abord à la réception au début, on applique un filtrage du canal. On dit aussi égalisation du canal. Donc on essaye de neutraliser l'effet des sources de bruit. Puis il y a la réception proprement dite de l'onde contenant le message. Donc on démodule, c'est-à-dire on enveloppe, on fait passer l'onde des HF vers les basses fréquences. On fait le traitement inverse de celui qui a été fait à l'émission. Puis on traduit. Et enfin, on livre le message qui a été émis à l'utilisateur. Voilà, en gros, la chaîne de transmission. Donc, regardons de plus près la structure de l'émetteur. Donc, on a une source du message. Par exemple, lorsque le message est vocal, un micro. Un capteur lorsque le message est une mesure de pression, de température, etc. Donc, c'est la source. Alors, on passe le message dans un codeur. Donc pour le coder, on verra en détail le contenu du codeur. Donc on code la source.
Voilà des exemples de codeurs. Et après, on module. Voilà, un modulateur. Alors, quelle est la structure du codeur? On parle de codage de source et du canal. Donc, on doit coder le message et coder aussi les effets du canal, faire de la prévention. Alors, l'objectif du codeur, c'est d'abord transmettre un message bref dans le temps, codage de source, et en même temps sécuriser le message, le rendre invulnérable devant les effets du canal. Donc, l'objectif, c'est message bref et sécurisé. Donc, premier organe du codeur, la numérisation du message analogique. Donc, convertisseur analogique numérique. Juste après, on effectue un codage de ligne. On dit aussi transmission en bande de base. On met en forme électrique le signal numérique issu du convertisseur. Bon, après, il faut effectuer une compression de l'information ou de la suite de bits électriques. Il faut les compresser pour réduire la taille des données. Donc, c'est généralement un algorithme de compression qui effectue cette opération. Donc, ces trois blocs, on appelle ça codage de source. Bon, après, on livre le paquet compressé à un autre organe, codage du canal. Donc ça, c'est la sécurité. On fait de la redondance, c'est-à-dire on répète des blocs de données que seul l'émetteur et le récepteur connaissent. On injecte des bits de parité. Par exemple, on met un 1 lorsque le nombre de bits égaux à 1 du paquet est impair. 0 lorsque le nombre de bits 1 du paquet est pair. On crypte les paquets. On injecte du brouillage, donc tout ça pour sécuriser le message. Donc codage du canal. Voilà la structure du codeur. Alors les types de propagation dans le canal, par exemple une communication par téléphonie fixe, on appelle ça propagation guidée parce que c'est dans des fils, support matériel. Là, c'est de la propagation dans l'espace libre, lorsque la communication est transmise dans la voie, sur la voie hertzienne. Réception, propagation guidée. Donc, c'est les types de propagation de l'information à travers support matériel guidé dans l'air libre, propagation espace libre. Effet du canal sur le message. Alors, en gros, le message transmis dans le canal est subi à la réception un retard. Donc, il arrive avec un retard qui est dû justement au temps de propagation, la distance entre l'émetteur et le récepteur. Et il subit en même temps une déformation. Deuxième type d'effet de canal sur le message, les interférences. Donc deux messages successifs qui sont au départ disjoints n'arrivent pas exactement comme au départ à l'émission. Donc il y a un chevauchement en plus des déformations. Un troisième type d'effet du canal, c'est le bruit. Donc il y a là, c'est une addition
au message original d'un bruit additif. Donc c'est 3 types fréquents d'effets du canal sur le message émis. Alors commençons d'abord par cerner la notion de information. Qu'est-ce que c'est que l'information? On va essayer de quantifier l'information. Alors imaginons une source aléatoire d'information qui émet un nombre de messages au nombre grand M. On parle alors de source aléatoire discrète MR, c'est-à-dire qui émet un message parmi grand M messages possibles. Donc les messages sont x0, x1 jusqu'à grand X m-1. Chaque message possède une probabilité d'être émis. Donc notez P indice K, c'est la probabilité que le message émis soit grand X égale XK. Alors on définit la quantité d'information contenue dans le message XK. IXK égale moins log 2 PK égale à log base 2 1 sur PK. Bon, pourquoi on a choisi le logarithme, ou plutôt pourquoi on a choisi cette définition de la quantité d'information? C'est dû à Shannon, les travaux de Shannon sur la théorie de l'information. Bon, l'information doit être cumulative. Donc si on prend 2 messages indépendants, il faut que la quantité d'information totale soit la somme des informations. Donc cette fonction qui assure ça, c'est le logarithme. Le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. En plus, la quantité d'information doit être positive. Là, on a PK qui est une probabilité comprise entre 0 et 1. Donc logarithme base 2 de PK est négatif, moins log base 2 de PK est positif. Bon, ça c'est 2 critères qui ont conduit à cette définition. Bon, le cas particulier lorsque PK égale 1, c'est-à-dire que le message émis est sûr, alors la quantité d'information est nulle. Donc, quel est le sens de cette implication? Lorsque le message est connu d'avance, il n'y a aucune information, tout simplement. Aucune information lorsque le message émis est connu. Deuxième cas extrême, PK égale 0. Ça veut dire le message ne sera jamais émis. Probabilité pour qu'il soit émis est nulle. Alors IXK, la quantité d'information est infinie. Donc il y a de l'information illimitée. Ça veut dire lorsqu'on reçoit un message dont la probabilité d'être émis est nulle, on a une information illimitée. Donc plus on ne s'attend pas à un événement et qu'il arrive, plus on a de l'information. On définit l'entropie de la source X par la quantité Hx qui est l'espérance mathématique de la quantité d'information Ix. Ix est une variable aléatoire puisque grand X est aléatoire. Donc on prend la valeur moyenne de la quantité d'information. Donc c'est moins sigma de pk log base 2 de pk par définition de l'espérance d'une variable aléatoire discrète. Unité de l'entropie, le bit ou le Shannon. Alors regardons les deux cas extrêmes. On sait que limite de x log x quand x tend vers 0 est nulle. Donc un message jamais émis a une entropie nulle. Donc il suffit de regarder. PK log base 2 de PK, lorsque PK tend vers 0, ça donne 0. Limite de x log x quand x tend vers 1 égale 0. Ça veut dire lorsqu'on est au voisinage de la certitude. Un message certain a une entropie nulle.
Voilà, donc un message qui a une probabilité égale à 1 a une entropie nulle, et un message qui n'est jamais émis, donc P égale 0, a une entropie nulle. Donc, prenons un exemple, considérons une source MR équiprobable. Ça veut dire tous les messages XK ont la même probabilité d'être émis. Donc PK égale probabilité de XK égale 1 sur M. Donc pourquoi 1 sur M? Parce que on sait que la somme des PK est égale à 1, forcément. Donc équiprobable, équivalent à dire PK égale 1 sur M, quel que soit K. Alors calculons la quantité d'information d'un message. Donc c'est moins log 2 PK égale log 2 de grand M. Donc la quantité d'information correspondant à chaque message est la même et les constantes, c'est log base 2 de M. Alors quelle est l'entropie de la source équiprobable discrète? Hx égale espérance de Ix. Bien sûr, on trouve log base 2 de M, puisque Ixk est constante. Alors, supposons maintenant que M est une puissance de 2. Donc, le nombre de messages émis, qui vont être émis, est égal à 2 à la puissance n. Donc, on trouve Hx égale n bits. Ça signifie que l'entropie est le nombre de bits qui codent le message. Voilà, donc une définition plus simple, plus directe. L'entropie d'une source est le nombre de bits qui code la source. Alors, quelques propriétés de l'entropie d'une source. Donc, reprenons la définition. Du moment que la probabilité PK est comprise entre 0 et 1, donc 1 sur PK supérieur ou égal à 1, donc log base 2 de 1 sur PK est positif ou nul. Donc Hx sera forcément une quantité positive. Alors l'autre inégalité ou limitation, Hx inférieur ou égal à log base 2 de M, donc de n si M est une puissance de 2. Donc on verra ça dans un exercice parce que la démonstration ne nous intéresse pas immédiatement. On peut dire donc que le maximum de l'entropie est atteint lorsque la source est équiprobable. Donc quelle que soit la configuration des probabilités des messages d'une source discrète, l'entropie ne peut pas dépasser log base 2 de M. Et ce maximum est atteint uniquement lorsque les messages sont équiprobables. Alors, détaillons les choses pour un cas particulier. Donc, imaginons une source binaire donc, qui émet deux messages x0, x1, disons bit 0, bit 1. Donc, le nombre de messages est m égale à 2. Donc, 2 égale 2 à la puissance 1. Ça veut dire que nombre de bits n égale 1. Donc, un bit peut coder cette source. Donc, lorsqu'il est égal à 0, le message émis, c'est x0. Lorsque le bit est égal à 1, le message qui est émis, c'est x1. Donc, posons P0, c'est la probabilité de x0. Donc, P1 égale probabilité de x1, forcément, c'est 1 moins P0, puisque P1 plus P0 égale 1. Alors, Hx égale moins P0 log 2 P0, moins 1 moins P0 log 2, 1 moins P0. On peut de même écrire, c'est moins P1 log 2 P1, moins 1 moins P1 log 2, 1 moins P1. Calculons la dérivée de H par rapport à P0. Donc on va étudier les variations de l'entropie de la source en fonction de P0. Alors dHx sur dP0
si vous faites le calcul, vous trouverez facilement log de 1 moins P0 sur P0. Donc pour P0 égale 1 demi, ça veut dire P0 égale P1 égale 1 demi, les deux bits sont équiprobables, donc 0 et 1 sont équiprobables. On trouve DHX égale sur DB0 égale 0. Donc il y a un extrémum, plutôt un maximum, de l'entropie lorsque les deux messages sont équiprobables. Voilà donc la courbe de variation de H, l'entropie, en fonction de la probabilité du message x0. Donc on voit bien que l'entropie elle est maximale lorsque les deux sont équiprobables et elle est proche de 0 lorsqu'on est au voisinage de 0 ou de 1. Donc de la certitude, parce que la probabilité P0 égale 0, ça veut dire que P1 égale 1, donc c'est une certitude. Lorsque P0 égale 1, c'est une certitude, donc il n'y a aucune information. H est nul. Lorsque P0 égale 1 demi, donc P1 égale 1 demi, et son voisinage, l'entropie est maximale, donc on a plus d'informations lorsqu'il y a de l'incertitude. Donc le 2 bits équiprobables correspond à de l'incertitude. Donc incertitude maximale, ça donne information maximale. Alors définissons une autre notion qui est l'entropie mutuelle entre deux sources. Donc on a défini l'entropie d'une source X. Maintenant, considérons une autre source Y, donc avec les YK, les PYK, etc., HY. Qu'est-ce que c'est que la quantité d'informations mutuelles des deux sources XY? Donc on reste fidèle à la définition de la quantité d'informations d'un message seul. Donc là, on a un message conjoint, XI, YJ. Donc la quantité d'informations contenue dans l'événement XI, YJ, log 2, 1 sur PXI, YJ, c'est-à-dire la probabilité conjointe du couple XI, YJ. Alors la quantité d'informations mutuelles des deux sources XY, c'est une définition qui n'est pas la moyenne de IXI, YJ. C'est la somme donc de PXI, YJ, log base 2 de PXI, YJ sur PXI, PYJ. Donc si on regarde cette définition de quanti XY, elle a été choisie parce que si les deux sources XY sont indépendantes, donc on aura probabilité XI virgule YJ égale probabilité de XI, multiplié par probabilité de YJ. Donc on aura log base 2 PXI YJ sur PXI fois PYJ égale log base 2 de 1, 0. Voilà, donc c'est une définition cohérente. Lorsqu'on a deux sources statistiquement indépendantes, la quantité d'informations mutuelles est nulle, ce qui va dans le bon sens. Voilà, sens source indépendante, PXY égale PXPY, donc IXY nul. Alors maintenant, on va définir l'entropie mutuelle des deux sources en respectant la définition pour une source unique. Donc on va dire que HXY, c'est l'espérance de IXI, YJ. Donc sigma des PXI, YJ, log base 2 de 1 sur PXI, YJ. Donc on verra dans un exercice qu'on peut faire une petite démonstration et on arrive au théorème suivant. La quantité d'informations mutuelles, c'est la somme des entropies des deux sources moins l'entropie mutuelle. En quelque sorte, la quantité d'informations mutuelles des deux sources, c'est l'information contenue dans X plus l'information contenue dans Y. Donc ça, c'est une réunion. Il faut retrancher l'intersection, c'est-à-dire
HXY. Alors, on revoit le cas source indépendante, IXY nul. Donc, lorsque les deux sources sont indépendantes, l'entropie mutuelle égale HX plus HY. Donc, il ne faut pas confondre entropie mutuelle et quantité d'information mutuelle. Donc, source indépendante, quantité d'information mutuelle nulle, mais l'entropie mutuelle n'est pas nulle, c'est la somme des deux entropies individuelles. Alors, une autre définition, l'entropie conditionnelle. Ça veut dire, on va voir quelle est l'information d'une source si on connaît l'information d'une autre source. Donc ça part de la règle de Weiss qui dit que la probabilité conjointe, c'est la probabilité de l'une des sources fois la probabilité conditionnelle. Pxy égale Py, Px connaissant Y égale aussi Px, Py connaissant X. Donc à partir de cette règle, on peut définir l'entropie conditionnelle. Donc Hx connaissant Y, c'est la somme des Pxyj log base 2 1 sur Pxi connaissant Yj. Donc c'est toujours l'espérance de la quantité d'information conditionnelle, c'est-à-dire l'espérance de log 2 1 sur Pxyj. Alors on en déduit le théorème, la quantité d'information mutuelle de deux sources xy, c'est l'entropie de la source x moins l'entropie conditionnelle. Là aussi, ça, on la verra dans un exercice. Donc, si on considère deux sources indépendantes, ça veut dire quoi? Si x et y sont indépendantes, hx connaissant y égale hx. Bon, disons que x s'en fout de y, qu'ils connaissent ou pas. Hx connaissant y égale hx. Donc, on trouve ixy égale 0, cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, de même, on fait la même chose avec HY connaissant X, la même définition. Et on trouve aussi, comme théorème, la quantité d'information mutuelle, c'est HY moins HY connaissant X. Là aussi, lorsque Y ne dépend pas de X, on trouve XY égale 0. Diagramme de Venn d'une transmission. Donc là, pour résumer toutes ces définitions et théorèmes, un diagramme va simplifier les choses et on peut mémoriser ces relations. Donc reprenons le schéma original, émetteur d'un message X, canal, récepteur qui nous livre un message Y. Donc le diagramme de Venn, voilà, message émis grand X, message reçu grand Y. Donc l'épaisseur verticale et l'entropie mutuelle HXY, donc l'épaisseur verticale totale, c'est HXY, qui est composée de HX et de HY connaissant X, qui est exactement HY plus HX connaissant Y. Alors, si de HXY, on retranche HX connaissant Y et HY connaissant X, ben, on retrouve la quantité d'information mutuelle IXY. Donc en regardant ce diagramme de Venn, on peut récupérer tous les théorèmes qui lient I et H. Voilà, merci. Donc la prochaine vidéo 2 sur 6 sera consacrée à la structure du canal de transmission. Ça veut dire canal Augen, canal BSC, binaire symétrique, et leurs propriétés